Comme annoncé, avant de passer aux questions-réponses, pour que vous ayez un aperçu complet du sujet, nous allons compléter la présentation qui a été faite par Sébastien Lannoy par celle qui sera réalisée par Manuel Philippe. Manuel Philippe nous vient de Voies navigables de France, où il est adjoint au chef de l'unité opérationnelle de Lille. Il va vous présenter le chantier exceptionnel que constitue le Pomerol-Condé du point de vue français. Merci. Merci Pascal, bonjour à toutes et à tous et merci tout particulier au service public de Wallonie pour cette invitation. Alors vous allez le voir, hein, c'est un chantier exceptionnel dont je vais vous parler en quelques minutes. C'est un privilège et une chance de pouvoir diriger des opérations comme celle-ci, aussi atypiques et particulières. C'est aussi un plaisir particulier de pouvoir le faire avancer en collaboration étroite avec mes collègues du SPOE. Alors, dans la continuité de ce que vient vous présenter Sébastien Lannoy, les grandes caractéristiques de ce projet avant de rentrer un petit peu dans ces différentes dimensions. Le besoin, basiquement, c'est résorber la situation et le passif hérité de 30 ans de fermeture à la navigation avec, vous le voyez ici, je sais pas si mon pointeur fonctionne, la situation effectivement dans laquelle on attaque le chantier, on peut plus parler véritablement de canal à ce moment-là. On a le miroir d'eau que vous voyez là, il fait que quelques mètres, mais en réalité, on n'y va pas à pied parce que c'est dangereux. Effectivement, c'est vraiment un massif de sédiments, mais vous avez un tout petit fil d'eau qui s'écoule et on n'est plus dans les conditions d'exercice d'un chantier fluvial classique dans lequel on peut amener du matériel fluvial, etc. Donc, basiquement, le besoin principal, il se décline en 3 étapes. Ici, au niveau on a une première étape pour désenvaser, enlever le stock de sédiments. Une deuxième étape pour élargir, puisque quitte à réouvrir, on vise le gabarit européen 5A, comme vous l'a précisé Sébastien Lannoy. Donc retirer les terres franches. Et troisième étape, aménager les berges avec les caractéristiques d'un canal moderne. Voilà. Alors, quelques chiffres clés pour caractériser un peu les dimensions atypiques de cette opération. Les sédiments, vous l'avez vu, c'est 1 million de mètres cubes de sédiments à draguer. À l'échelle française, vous avez peut-être des chantiers plus conséquents en région wallonne, mais à l'échelle française, c'est le plus gros chantier de dragage fluvial en eau intérieure en France. 1 million de mètres cubes, près de 500 000 mètres cubes de terre franche issues de l'élargissement et de l'approfondissement du canal à terrasser pour obtenir une passe navigable de 34 mètres. Et également, je ne vais pas vous décliner tous les chiffres que vous allez là, mais on y reviendra, des dimensions environnementales également assez importantes. Donc un coût de projet de 80 millions d'euros, tout compris, dans lequel on est dans les clous, avec une participation importante. Alors pas des 68 millions d'euros que vous voyez là, c'est l'assiette de cofinancement de la région wallonne, après participation de l'Europe et avant également participation de la région Hauts-de-France pour la partie française. Voilà. Alors, rapidement, hein, le plan de situation de cette opération, il est assez vaste finalement parce qu'on se dit, oui, c'est 6 km de portion à désenvaser et à remettre en navigation sur un itinéraire plus large de 11 km. On pourrait se dire, tiens, on va faire là du linéaire. Mais en réalité, vous allez le voir, les moyens développés, les moyens à mettre en contribution pour pouvoir réouvrir ces 6 km, ça mobilise beaucoup de surface. Hein. On est sur près de 100 hectares de foncier mobilisé, principalement pour les sites de gestion des sédiments et des terres franches que vous voyez ici en jaune. Hein. Vous avez les 6 km du canal qui sont là. On a 100 hectares mobilisés pour 3 sites de gestion des sédiments, vous verrez un aperçu juste après, et également un tiers mobilisé pour les espaces naturels de compensation, puisque, vous l'avez vu sur la photo précédente, on partait d'un écosystème qui s'était développé suite à 30 ans d'inaction quelque part physique sur le terrain, même si diplomatiquement et techniquement on s'était activé. Voilà. Ces écosystèmes sont à rétablir. Voilà.
Et donc vous avez là les quelques points caractéristiques. J'en reparlerai plus, mais il a également fallu, préalablement aux travaux, rehausser le pont de Saint-Hébert, là, que vous voyez tout à l'heure, et qui est désormais à 7 mètres. Voilà. Alors, les défis qui sont ceux auxquels nous avons dû faire face, les acteurs du chantier, vous les avez vus juste avant, le maître d'œuvre Valétude et l'entreprise, le groupement d'entreprises dont le mandataire est l'entreprise Écoterre. Les défis techniques auxquels nous avons dû faire face, ils sont de plusieurs ordres, mais voilà, le plus frappant, c'est quand même ce que je vous disais, on ne travaille pas sur c'est pas pareil d'élargir et de recalibrer un canal qui est en navigation que de repartir de quelque chose qui s'est complètement engorgé, dont le milieu et la végétation se sont refermés. Et donc effectivement, premier défi, ça a été de pouvoir combiner des interventions de différents ordres dans un milieu extrêmement contraint, voilà, avec la nécessité d'abord de se frayer un chemin, mais aussi d'avoir, on va le voir, une préservation temporaire de la biodiversité le long du chantier. Voilà. Il a également fallu s'adapter à des conditions de dragage hors normes, c'est tout sauf classique, et donc il faut saluer ici l'inventivité des équipes de l'entreprise Écoterre et le concours du maître d'œuvre Valétude pour trouver des solutions à ça. Alors, je vous le disais, il a fallu d'un point de vue environnemental, on préserve par pan des zones temporairement préservées pour que les espèces aient la possibilité de retrouver un lieu de vie pour quelques mois le temps du chantier. Ensuite, on a dû faire des débrousaillages préalables en période hivernale pour que les espèces finalement, pour qu'on n'ait pas des processus de nidification qui se remettent en place le temps qu'on travaille sur les berges. Et ensuite, le process un peu général, ça a été un atelier de dragage des sédiments que vous voyez ici, puis des ateliers fluviaux et terrestres de terrassement des terres d'élargissement, et enfin la mise en stock de ces terres. La gestion des sédiments, tout s'est fait par voie fluviale sur des terrains qu'on va voir juste ici, puisque voilà, vous avez ici l'exemple d'un des vastes sites de gestion des sédiments. Alors c'est exclusivement du stockage parce que sur ces volumes-là, à l'échelle d'1 million de mètres cubes, vous imaginez bien si on avait voulu faire du transit avant valorisation, etc., il aurait fallu travailler par batch de quelques dizaines de milliers de mètres cubes, et on y sera encore dans 15 ans. Donc voilà, on a travaillé de façon assez massive avec ces sites-là. Voilà. Alors, je vais aborder désormais un petit peu les défis environnementaux de ce projet, parce que vous avez là, voilà, vous avez là ici une image de l'alimentation de ces sites qui se sont faits soit par pompage, soit par pelle et camion. Voilà. Il a fallu également composer avec la nature des sédiments, qui n'est pas tout à fait celle qu'on trouve finalement en fond de rectangle de navigation quand on est sur un canal en cours de navigation. Voilà. Alors, avant même, je dirais, la péripétie dont je vais vous faire part à la diapo suivante, on avait déjà un calibrage, je dirais, du projet qui accordait une large place aux thématiques environnementales, puisque on était entre 10 et 15% du budget dédié à cette thématique, avec, avant démarrage des travaux fluviaux, l'aménagement de ces vastes sites là, de zones humides, qui visait avant même le travail sur le canal, à proposer aux espèces des mesures compensatoires disponibles tout le temps du chantier. Voilà. Et donc, vous avez là une illustration de l'ampleur des mesures qui ont été réalisées, puisque on était là sur l'emprise d'anciens terrains de dépôt qui ont été complètement excavés, décaissés pour retravailler ça en déblai et aboutir à des zones humides dont le développement aujourd'hui est remarquable. Le gestionnaire qui travaille pour nous sur ce site-là nous dit bien, on a des perspectives, on a des constats de développement d'espèces, etc., qui sont à peu près inespérés en termes de
biodiversité. Voilà. Et puis, un élément, ça c'est ce qu'on a fait après, et puis un élément d'engagement fort et important de VNF, c'était également sur nos sites de gestion des sédiments, de s'engager à une couverture et une requalification écologique et paysagère au bénéfice du territoire après ça. Voilà. Donc c'est vraiment un projet très ancré sur le territoire et qui laisse en vérité un héritage après sa réalisation. Voilà. Alors, sur ce niveau de standard déjà élevé en termes d'engagement environnementaux, on a eu effectivement une incidence particulière, quelque chose d'assez inhabituel, c'est-à-dire qu'en septembre 2020, on commence à draguer, et puis en avril 2021, on nous fait part d'indices, que vous voyez là, sur la droite de la diapo, d'indices d'alimentation du castor d'Europe. Alors, on savait qu'il était présent en région wallonne, plutôt côté Ardennes. On ne s'attendait pas nécessairement à le voir arriver sur ce chantier, mais ce que les écologues nous ont expliqué, c'est que le faciès qu'avait pris le canal après 30 ans finalement d'envasement proposait des habitats qui étaient extrêmement favorables pour cette espèce, c'est-à-dire des plages sédimentaires accessibles, comme je vous le disais, des saules de génération spontanée, etc., qui constituent la majeure partie de son alimentation. Voilà. Donc on a dû, je vous passe les détails, mais effectivement on a dû déployer des efforts assez considérables pour finalement caractériser ce qui se passait sur notre chantier, quelle était cette espèce, ses habitudes, etc., avec des prospections, des affûts, et voilà, un génie écologique finalement assez ambitieux, poussé pour bien connaître ses habitudes. Et puis temporairement on a dû arrêter le chantier. Donc nous, notre enjeu en tant que maître d'ouvrage, c'était d'aller extrêmement vite, parce que vous imaginez bien qu'à partir du moment où on immobilise le matériel de l'entreprise, le compteur tourne, et donc on a intérêt à réenclencher très très rapidement les interventions. Voilà. Donc l'image que vous voyez là, ça a été capté par exemple par une caméra vidéo qui nous a permis de comprendre un petit peu comment il fonctionnait. À partir de là, ce qui s'est passé, c'est une remise à plat complète du chantier, à la fois de la façon de le conduire, par strates, pour ménager des espaces pour les individus de castor, mais également avec un design de surface in fine assez fortement modifié. Alors l'infrastructure en elle-même, elle ne change pas, on a toujours un canal de 34 mètres avec des berges en pente talutée, en rocher. Par contre, le design de surface, lui, il est fortement modifié parce que de loin en loin, on a aménagé avec une thématique de replanter des berges. On aurait dû avoir un canal avec des berges relativement sèches, un classique, juste ensemencé. Finalement, on va avoir, alors tout ça n'est pas extrêmement développé sur la photo, mais on va avoir des plantations de saules qui font que les berges vont être très largement arborées pour fournir finalement une alimentation et des conditions durables de maintien de l'espèce sur le canal. On a retravaillé les profils de berges. Alors à certains endroits pour préserver des espaces particulièrement intéressants à l'arrière, et à d'autres pour ménager des ouvertures. Et de façon générale, ce que vous voyez là en rive gauche, c'est le fait de recouvrir en fait les enrochements avec une percolation de terre végétale, avec du géotextile, ensemencé pour avoir des espèces d'élophytes, de plantes aquatiques particulièrement adaptées. Voilà. Donc, j'en arrive finalement à la mutation assez spectaculaire qu'a subi en quelques mois, en quelques années, le faciès du canal, puisque je vais adopter le même point de vue que Sébastien tout à l'heure, depuis le pont de Saint-Hébert. Alors là, on est vers l'aval, on regarde côté français, côté direction ESCO. Vous avez là la situation telle qu'elle était avant tout démarrage du projet. Entre-temps, on a eu du déboisement, on a eu des interventions, etc. Donc voilà, au moment où on aborde cette zone-là, on a ce faciès-ci. Et aujourd'hui, on en est encore un petit peu au-delà, puisque depuis cette photo, l'ensemble des berges ont été terminées ici et là. Voilà. Si on se tourne désormais vers l'amont, dans la direction de l'écluse d'Anzy, vous avez la même vue sur le pont. Alors forcément un petit peu
plus bas parce que depuis il était reconstruit et rehaussé, hein. Et puis voilà, le contraste ici parle de lui-même. Vous retrouvez ici la faciès de plage sédimentaire dont je vous parlais à l'instant. Et voilà, on est aujourd'hui à un stade encore un peu plus avancé que celui-ci. Ce qui fait que, voilà, pour conclure mon propos de ce matin, je suis en mesure de vous proposer les perspectives suivantes, c'est-à-dire voilà, le rappel des étapes qui ont été franchies. Je ne vous refais pas l'historique depuis 92, mais effectivement en amont, il faut ici rendre hommage à nos collègues respectifs, VNF et SPOE, qui ont œuvré diplomatiquement, techniquement, réglementairement à rendre possible les conditions dans lesquelles on concrétise cette opération aujourd'hui. Mais effectivement, en termes d'action sur le terrain, 2017-2019, un certain nombre d'aménagements préparatoires et tout ce qui faisait qu'on pouvait, à partir de 2020, enclencher la réalisation de ce chantier. On aurait dû initialement travailler entre 2020 et 2022. Voilà. On a eu une première interruption finalement en 2020 avec le Covid. Honnêtement, très peu d'impact sur le délai puisque l'entreprise Écoterre a repris très très rapidement. On était alors sur l'aménagement des terrains de dépôt et objectivement, c'était en plein air, c'était des chantiers très vastes. Voilà, l'impact sur le planning, ça a été 2 mois environ, c'était très limité et ça a été vite rattrapé. Voilà. En revanche, le Castor nous a valu finalement uniquement 2 mois d'interruption au moment où on a l'événement. Par contre, la façon de remettre à plat les conditions d'exécution du chantier ont fait qu'effectivement, à l'issue, on en sort avec un impact d'environ 9 mois. Ce qui est somme toute moins que ce qu'on aurait pu croire avec, au moment où ça se produit, on craint d'avoir un arrêt généralisé du chantier, de devoir reprendre toutes les études, ajournées, etc. Voilà, ça n'a pas été le cas. On a eu vraiment une implication constructive de toutes les équipes en ce sens. Ce qui fait qu'on en est à ce stade-là. Alors je rappelle ici qu'effectivement, en parallèle, nos collègues des SPOE ont fait tout le nécessaire pour qu'on ait une continuité sur l'itinéraire au moment de réouvrir cette portion de 6 km. On en est là. Qu'est-ce qui, avec l'achèvement des travaux fluviaux, envisagé pour fin septembre prochain. Voilà. Qu'est-ce qui arrive ensuite? L'ouverture à la navigation dans le courant de l'automne. Et ensuite, pour nous, l'opération ne s'arrête pas là. Du point de vue du fluvial, on sera presque à la cible, puisque vont arriver tout de même des travaux d'aménagement d'un garage d'écluse en aval, en rive droite. Finalement, l'idée, c'est d'aménager les conditions d'approche de l'écluse de Fresnes et du bassin du Grand Large de Fresnes au niveau de l'Escaut. Et puis voilà, pour nous, il nous reste tout le boulot de valorisation de l'ensemble du projet, avec les travaux sur les chemins de service, un certain nombre de finitions environnementales sur les berges, milieux humides, etc., qui sont, je ne vais pas dire du détail, mais ça participe du fait de bien terminer l'ensemble de l'opération. Et ensuite, plus tardivement, tout ce qui fera suite à la dynamique de ressuyage sur nos sites de gestion des sédiments, c'est-à-dire une fois que c'est suffisamment sec, on vient couvrir et on fait les aménagements paysagers dont je vous ai parlé précédemment. Voilà, pour arriver à un cadre paysager également intéressant, puisque ces chemins de service qui seront réalisés l'année prochaine seront bien évidemment interconnectés avec le Ravel côté Anzy et avec des boucles cyclables aménagées par les collectivités dans le secteur de Valenciennes. Voilà. J'en ai terminé. Je reste à votre disposition pour les questions éventuelles. Merci, Monsieur Philippe. Eh bien, justement, je vais vous inviter à rester là. Je ne sais pas encore si nous avons reçu des questions sur le chat. Je vais donc me tourner vers la régie s'il y a quelque chose. Le cas échéant, pour faire face aux questions, nous avons aussi la présence de Vincent de Spiegeler pour la région Wallonne qui pourra répondre à des questions spécifiques. En attendant, je retiens moi plusieurs messages que vous avez relayés. On parle d'une ouverture à la navigation dans le courant de l'automne. Ça reste encore un peu mystérieux, mais on espère avoir plus de précisions bientôt. De la classe 5, des bateaux de 110 mètres jusqu'à Pomerol immédiatement, et ultérieurement à partir de 2026-2028 sur le canal Nimy-Blaton-Péronne sur la dorsale wallonne. Donc des annonces importantes, me semble-t-il. Et en plus, on va faire tout ça en élevant des castors.
C'est quand même C'est quand même pas mal. Et ça change considérablement le métier d'ingénieur des voies navigables. C'est aussi intéressant pour vous tous, je pense, d'entendre à quel point ce métier est devenu multifactoriel et complexe. Et on l'a déjà vu dans d'autres grands chantiers. Aujourd'hui, la prise en charge d'un chantier fluvial, c'est bien d'autre chose que de faire du béton et de faire passer in fine des bateaux, même si la finalité reste de faire passer des bateaux. Donc merci pour cette belle intervention. Je ne vois pas de questions dans le chat. Alors, je vais vous proposer l'interprétation par notre facilitatrice graphique de ce qui vient d'être dit. Et je ne vais pas vous le commenter, ça parle de soi-même. Sachez que ce très beau résumé vous sera également diffusé après l'événement, ainsi que les résumés de toutes les autres interventions. Merci Madame Lefebvre pour votre proposition. Eh bien, puisqu'il n'y a pas de questions, je vais libérer Monsieur Philippe. Merci à tous et bonne journée. Encore merci pour vos interventions et rendez-vous à l'automne pour l'ouverture du canal, sans faute.